Et merci d'être avec nous. Bonjour Alexis Corbière, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. L'abandon du masque en extérieur et fin du couvre-feu depuis hier matin. Pour le masque, le couvre-feu, ce sera dimanche, la grande première longue nuit depuis longtemps. Le gouvernement a avancé cette décision, aussi, surtout pour des raisons électorales, comme le dit Xavier Bertrand, par exemple. Sans doute, sans doute. Bon, d'abord, sur le fond, tout le monde, les spécialistes s'accordaient à nous dire depuis un moment que le masque à l'extérieur n'avait pas vraiment d'utilité. Même s'il y a des cas particuliers qui nous sont décrits lorsque, éventuellement, il y a une petite concentration de population. Mais donc, ça, c'est bien. Comme tout le monde, je ne sais pas ceux qui nous regardent s'ils ressentaient la même chose que moi, mais je crois que c'était assez partagé, qu'avec là, en plus, la chaleur qu'il y avait, le sentiment que, bon, ça ne servait plus à rien, c'était assez agaçant, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, évidemment, je veux dire, l'accélération auquel on a assisté, vous comme moi, sans doute surpris d'un seul coup d'une conférence de presse où le Premier ministre vient nous annoncer la bonne nouvelle, est liée au calendrier électoral. Le nier, si je puis dire, est une forme de naïveté. C'est une espèce de bonne nouvelle que nous apporte le Premier ministre. C'était inscrit, il avait dit à la fin du mois. Il le fait maintenant. Bon, après tout, c'est la vie. Mais c'est pas... vous pensez quoi? Que ça va leur apporter des voix dimanche, la majorité? Oui, ça crée un climat plutôt. On a réussi, le gouvernement a réussi la sortie de la crise Covid. C'est un peu ça le message qui est envoyé. Mais vous pensez que ça marche? Est-ce que vous pensez pas. que Non, les je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ça marche. Est-ce qu'ils vont caler leur choix sur le calendrier sanitaire, franchement? Mais j'y crois pas tellement. Une fois de plus, je ne pense pas que ça fonctionne. C'est lourd, c'est un peu appuyé. Mais bon, voilà, franchement, et quelque part, on peut le comprendre. Il a envie, le Premier ministre, de faire une communication positive autour de ce qui a lieu. Il se dit, il y a un événement électoral où, honnêtement, souvent les listes directement pur jus, pardon l'expression un peu triviale, En Marche, sont pas toujours en grande forme. Et ça le permet peut-être de se dire, ça donne une visibilité à l'action du gouvernement. Bon. Donc pour vous, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Non, mais écoutez, c'est pas. On a le droit de dire qu'en période électorale, le gouvernement souvent annonce des bonnes nouvelles dans des meilleurs moments pour que, éventuellement, on puisse positiver voilà. Mais sur le fond, comment dirais-je après, faut faire attention. Il y a encore des variants qui peuvent avoir des effets. Je dis pas ça pour être l'oiseau de mauvais augure pour la suite, mais rappelez-vous, il y a un an, quand Jean-Luc Mélenchon, après le premier confinement, avait dit attention aux conditions de sortie de ce confinement qui n'était pas bien maîtrisé. Il pourrait y avoir une seconde vague. On lui avait ri au nez. Je me souviens d'un sénateur En Marche à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui avait dit Monsieur le docteur Mélenchon, diplômé de l'université de la Havane de médecine, bon, grosse blague. En vérité, nous avions quand même raison. Et il s'est passé beaucoup de choses durant cette période sur lesquelles il faudra tirer des leçons. Mais c'est l'objet de notre discussion depuis chaque fois que vous m'invitez, chaque fois, à savoir des faiblesses sur beaucoup de choses. Mais profitons de ce moment, si je puis dire. Et puis voilà, avançons. Moi, je suis pour que désormais on discute non plus de tout ça parce que il y a des désaccords, mais moi je suis pas un spécialiste. C'est la question sociale, la question démocratique, la question écologique, c'est ça dont il faut parler. On va y venir, mais évidemment, ça reste un enjeu fort, et notamment celui de la vaccination. Vous l'avez vous-même évoqué, on n'est pas sorti encore de l'ornière. Et il y a une forte pression pour que les soignants, en particulier dans les EHPAD, les maisons de retraite, se fassent vacciner parce qu'à ce jour, il y a seulement 58% des soignants dans les EHPAD qui ont reçu une première dose. Il faut une mobilisation, a dit lui-même le président Olivier Véran, a menacé d'une obligation vaccinale si ça ne progressait pas. Il faut en passer par là. Moi, je me méfie de tout ce qui est obligation de vaccination. La directrice, je ne sais pas quel est son titre, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'il ne faut pas aller vers l'obligation. Il faut créer les conditions de l'adhésion à la vaccination. Je vais vous faire une déclaration. Moi, je me suis vacciné et j'invite les gens à se vacciner. Mais attention, il y a encore beaucoup de questions. Il y a des gens qui vous disent, et on peut l'entendre, attention, sur ce vaccin, on n'a pas le recul, ils sont un peu inquiets. Donc, il faut plutôt en donnant l'exemple. Pourquoi vous dites attention, il y a encore beaucoup de questions? Oui, c'est un vaccin qui a la particularité de ne pas avoir le recul d'autres vaccins. C'est une évidence. Donc c'est l'argument que vous avancent nombre de personnes. Et c'est pas en les brutalisant qu'on va régler le problème. Mais vous trouvez normal que des soignants puissent contaminer des patients? Je vous pose la question. Alors non, mais j'avoue que concernant le corps médical et concernant le cas spécifique, mais là je suis plutôt quand même, pour en avoir discuté avec certains infirmiers, et notamment dans les EHPAD, où là on a une concentration de population, il faut faire très attention, de population fragile. Là, je suis quand même d'avis à ce que le corps médical puisse répondre à d'autres règles que seulement le volontariat général. Mais je ne veux pas me mettre à dos. Non, mais pardon, j'ai pas compris. Si, vous avez compris ce que je dis. Obligation vaccinale ou pas, le cas échéant, si on en a besoin, parce qu'effectivement, seule la vaccination massive permettra de sortir de
cette situation. Je ne sais pas s'il faut obliger, je vais être honnête avec vous, Elisabeth Martichoux, à ce stade, je n'ai pas entendu tous les arguments que nous avancent les infirmiers, mais je ne serais pas fermé à l'idée que quand on travaille dans le corps médical auprès des personnes âgées, il vaut mieux être vacciné. Voilà où j'en suis. Voilà. Alors qu'à l'inverse, je ne suis pas pour l'obligation de vaccination. Non, mais c'est un sujet. Vous n'êtes pas très clair. Dans réalité, dans le fond, je suis clair. C'est un sujet pointu. Vous voulez pas aller jusqu'à l'obligation? Pour la population, non. Non, mais on parle des soignants, dans les EHPAD en particulier. Je pense que dans les EHPAD, il faut vacciner et il serait bon que les personnels médicaux soient vaccinés, les personnels de santé, les personnels d'accompagnement. Y compris par l'obligation, si on doit en arriver là. Pardon ? Y compris par l'obligation. Je vous ai dit que je suis pour susciter l'adhésion et je suis pour leur demander... Non, mais parce que vous me prenez à froid, si je puis dire, c'est le matin, moi je ne sais pas les arguments c'est quand même un sujet dont on parle depuis des mois. Oui, mais mais depuis des mois, on parle du fait, est-ce qu'il faut qu'il y ait un pass sanitaire? Moi je n'y suis pas favorable, aussi, ça fait on parle de l'obligation de la population, et après je vous ai dit qu'à titre personnel, j'étais pas fermé à l'idée par contre que les corps médicaux, ceux qui interviennent dans certains secteurs, soient vaccinés, et qu'on leur demande de manière beaucoup plus déterminée d'être vaccinés. Donc, voilà où j'en suis. Donc ça mûrit, vous le dites pas vraiment parce que vous n'avez pas envie de le dire. Non mais moi je suis pas une instance médicale, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'on aura eu durant cette période du Covid... Alors attendez, vous êtes un citoyen, vous êtes exposé au Covid, vous l'avez été. J'ai bien compris, je vous ai dit les choses. Non, mais c'est un impact monstrueux sur je vais vous dire une chose, de la vie. C'est pas un reproche, mais depuis le début, avec cette période du Covid, on a eu un moment où chaque invité politique était un pseudo petit spécialiste des questions sanitaires. Moi, je fais de la politique. Je pense que le problème que nous avons eu, c'est on a désindustrialisé ce pays, on produit plus de masques, on produit plus de vaccins, etc. Dans ces cas-là, vous pouvez très bien dire c'est pas moi qui décide, je n'ai pas les éléments. Si le gouvernement veut le faire, je l'approuverai. Si le corps médical le dit que c'est bien, faisons-le. Le gouvernement et le corps médical, les instances médicales, c'est pas exactement la même chose. Emmanuel Macron était en déplacement hier, troisième étape de son Tour de France, dans les Hauts-de-France. Là aussi, beaucoup de communication. Hasard, comme on dit, heureux hasard. Oui, non, mais comme vous dites, c'est-à-dire que c'est le même coup de... On annonce la bonne nouvelle de plus de masques à un premier tour des élections. Pareil. C'est-à-dire que le président de la République fait une tournée. Après tout, c'est plutôt normal de faire une tournée. Mais comme par hasard, heureux hasard, comme dirait l'autre, des fois, il va dans des communes où c'est des maires en marche, et où il est bien accueilli. Alors parfois, même la mise en scène du bien accueilli, ça se passe pas bien, mais on a vu qu'il y a parfois, malgré tout, c'est assez léché comme scénario, et j'aurais pas l'indécence de rappeler, y compris combien ça coûte de force de police pour tenir à distance les gens. Là, cette fois-ci, si j'ai bien compris, il va parfois dans les communes exprès dans les Hauts-de-France, où le maire, cette fois-ci, Rassemblement National, pour envoyer un message que, en gros, il parle aux électeurs du Rassemblement National. Bref, il est en campagne. Bon, sur fond public, mais ça, c'est la vie de la Ve République. Le président de la République, lui, il est hors norme. Ils ont demandé à leur ministre d'être plus sobres dans leurs déplacements à l'occasion des élections, ce qui est plutôt une règle saine. Par contre, le président de la République, lui, il est très présent, sous des formes parfois assez discutables. Hein. Puis par ailleurs, bon, après, moi, j'adore La Fontaine et Fabrice Lucchini, mais hier, je ne sais pas si vous avez apprécié cette séquence bizarre, à un moment donné, où tous les deux... Pourquoi bizarre ? J'avais l'impression d'un prof de français, comme ça, de la part d'Emmanuel Macron, qui nous parlait du style La Fontaine. Au bout d'un moment, ce président omniscient qui nous étale un peu toutes ses grandes connaissances sur la littérature, entre ce qui est la maîtrise et la liberté, etc., bon, au bout d'un moment, ça en fait beaucoup. Mais c'est quoi? C'est du narcissisme pour vous? C'est quoi? Non, je vous pose la question parce que c'est ce que vous sous-entendez dans... C'est un peu un étalage de belle intelligence, mais c'est pas ça qu'on demande au président de la République. Je l'aimerais plus présent sur des dossiers sociaux, je l'ai dit, quand il y a des sociétés qui ferment, tel que c'est le cas. On a une 4e vague sociale. On a à peu près 420, 450 plans de licenciement à l'heure actuelle. Je préfère un président aux côtés des salariés, aux côtés de ceux qui... Il y a 1 million de gens supplémentaires sous le seuil de pauvreté. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans le pays. Il y a 1,3 million de gens qui vont subir la réforme de l'assurance chômage. Ils vont économiser 2,3 milliards. L'assurance chômage va baisser. Je l'aimerais présent sur le front social, plus que, comment dirais-je, bavarder, même si on aime tous La Fontaine. Franchement, c'est un auteur majeur et j'adore. Moi, je suis prof de français et d'histoire aussi. Il est décalé. Par rapport à la il y a beaucoup de com', c'est appuyé, c'est lourd. Moi, je trouve ça un peu décalé par rapport au pays. Mais on verra bien. Ça ne produit pas en plus... de la participation électorale, selon moi. On va en dire 2 mots, parce que c'est le scandale. Entre 38 et 40%, d'après 2 sondages ce matin, Opinionway et IFOP, de participation et donc abstention massive, record. Il y avait eu 50% en 2015, il y avait eu un sursaut. Elisabeth Martichoux, je commence déjà, et je vous réponds, par dénoncer un scandale. Adrexo, société auquel on a confié la distribution du matériel électoral. Avant, c'était confié à la Poste, notre bonne vieille Poste, si je puis dire, qui était une société publique pendant longtemps. Là, on l'a confié à une société privée
et il y a beaucoup de scandales, ça circule sur les réseaux sociaux, de paquets significatifs d'enveloppes qui sont à la poubelle. Parce alors, que cette société privée... tweet de Raquel Garrido, précisément, où elle a photographié, et Raquel Garrido, qui est candidate, a raison de souligner. Vous dites quoi ? Et elle dit, l'abstention est organisée. Par qui ? Il y a un chaos. Quand on confie ça à une société privée qui manifestement n'a pas les épaules pour pouvoir le faire, à tel point que M. Darmanin va convoquer la société privée, on ne se bat pas véritablement pour faire monter la participation. On considère que c'est quelque chose qui peut être fait de manière un peu négligée. Et il a fallu que ce soit la France insoumise. Vous pointez Raquel Garrido, Adrien Quatennens, beaucoup de nos candidats. Adrien Quatennens, notre coordinateur, en a beaucoup parlé pour dire là, il y a un problème parce que remonter de beaucoup d'endroits, le fait que les gens nous disent j'ai pas reçu le matériel électoral, etc. C'est pas normal que ce soit une force comme nous qui pointions le problème. Ça devrait être en vérité le gouvernement qui dit mais comment ça se fait ? Au-delà de ça, donc, vous avez raison, on en a parlé d'ailleurs hier sur LCI largement, mais la campagne n'a pas intéressé. C'est aussi ce que montre un sondage ce matin. 26% contre 41% en 2015. Quelle est votre responsabilité ? Non, mais c'est plus intéressant d'essayer de comprendre. Vous avez bien raison. Je pense que déjà, on sort du Covid. Beaucoup de questions, les gens ont la tête ailleurs. Deuxièmement, oui, les élections régionales et départementales, les gens ont du mal à comprendre à quoi ça sert véritablement. Ils ont l'impression que là aussi, que les forces politiques reviennent nous dire mon bilan est bon, votez pour moi, ou alors à l'inverse, parlent de sujets dont ils ne voient pas très bien l'intérêt. Moi, je suis persuadé, pour dire les choses, que dans 12 mois, les gens savent que l'élection présidentielle et la législative qui suit, c'est là où est le pouvoir. Il y aura de la participation. Mais c'est clair que là, dans les élections qui viennent, pour toute une série de raisons, parce que je l'ai dit, des préoccupations des Français sont une inquiétude par rapport à leur boulot, etc. Ils ne voient pas des réponses là-dedans. Je leur dis malgré tout que c'est dommage, parce que je fais campagne pour la liste France Insoumise, Clémentine Autain en Île-de-France, et puis je ne vais pas tous les citer partout, parce qu'on peut envoyer un message politique très fort. Est-ce qu'on remet à travers des votes France Insoumise la question démocratique, la question sociale, la question écologique ? Les débats n'ont pas intéressé, vous êtes dans le débat. Oui, parce que, comment dirais-je, se passionner sur le financement des transports, ou, vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus intéressant que de se passionner pour des compétences qui ne sont pas de la région, non ? Non, mais pour beaucoup de gens aussi... Justement, les transports, les lycées, oui, mais parfois, même le bilan, ça aurait pu être intéressant. Mais j'ai fait campagne nuit et jour, je ne peux pas vous dire l'inverse. Quand je discute avec les gens, ce que je peux vous dire, j'étais encore hier soir en sortie de métro, c'est que les gens me disent, les régionales, c'est quoi ? Et nous, on explique 2 votes le 20 juin, régional et départemental. On vote 2 fois. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe au niveau départemental ? Vous savez, souvent les présidents, c'est souvent des hommes, sont pétris de leur propre autosatisfaction, de leurs bonnes choses. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas qui a financé quoi. Et ils ont l'impression que le pouvoir, il est au niveau de l'Assemblée nationale. La campagne n'a pas éclairé suffisamment les Français sur... Oui, mais parce que le gouvernement aussi n'a pas idée à tout ça. Allons-y. Encore plusieurs questions, je vous demande d'être bref. Pardon. Elle n'est pas facile, mais le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, appelle à voter massivement et à faire barrage aux partis extrémistes que sont, selon eux, le RN et LFI. Précisément, les institutions juives appellent à ne pas voter, ne pas apporter de voix à la France insoumise, dont les complaisances coupables affaiblissent également la République. Ouais, c'est triste, ils se trompent complètement, c'est affligeant. Je pense qu'ils ne sont pas dans leur rôle, premièrement. Deuxièmement, c'est une banalisation de l'extrême droite, parce que Madame Le Pen, elle était directrice de campagne de Jean-Marie Le Pen, qui était le principal émetteur du négationnisme dans ce pays. Je dis à monsieur Khalifa du CRIF, que j'ai déjà eu au téléphone et qui n'est pas un homme très agréable par ailleurs, qui m'avait parlé de ma clientèle électorale de Seine-Saint-Denis, et vous voyez très bien ce dont je parle, je l'avais trouvé très peu agréable, ce monsieur. Quand nous étions allés manifester pour Mireille Knoll et qui laisse faire des groupes d'extrême droite sous ses yeux, qui tiennent des propos homophobes et racistes, ça lui pose pas de problème. Mais nous, je lui dis, citez-moi un cas précis où nous aurions été sur la question de l'antisémitisme, comment dirais-je, sur leur formulation hésitante. Aucun cas. Donc s'il met les deux, il considère que Madame Le Pen ou nous, vous voyez, cette comparaison ne rend pas service à la lutte contre l'antisémitisme. On n'a pas le temps d'entrer dans oui, donc je regrette ça. Je suis républicain. C'est pas la première crise entre France Insoumise et le CRIF. On se rappelle de Jean-Luc Mélenchon qui, en décembre 2017, dénonçait le communautarisme du CRIF, particulièrement agressif. C'est parfois le cas, oui. Donc, c'est parfois, je dis, c'est souvent des positions du CRIF sont alignées sur la diplomatie. En l'occurrence, quand il y a un conflit en Israël, le CRIF, sitôt que des gens manifestent pour avoir la paix en Israël, contre la politique agressive de M. Netanyahou, qui d'ailleurs a été débarqué dernièrement, aussitôt, le CRIF ne joue plus son rôle d'une instance républicaine et française. Moi, je regrette le CRIF de Théo Klein, de personnalités républicaines, de grande conscience républicaine, que ces gens aujourd'hui, de droite dure, et assez peu utiles au débat républicain pour y voir clair, à tel point qu'ils banalisent
Madame Le Pen. 2 questions. Une sur laquelle on reviendra largement. Le retour à la normale, c'est aussi le retour de la conflictualité sociale. La SNCF annonce une grève le 1er juillet, au moment où l'économie doit repartir, au moment où les Français veulent partir en vacances. Une grève à la SNCF le 1er juillet. Ça vous semble souhaitable? Mais la question sociale est là, 420 plans sociaux, les salariés qui sont remis en cause, qui se voient précarisés. L'exemple d'Adrexo est intéressant. Il y avait la Poste, donc on fait une boîte privée, ça marche moins bien. À la SNCF, progressivement, on s'en prend à ce service public, ça va être moins bien pour les usagers. D'accord? Les gens ont le droit, ceux qui connaissent la question, ont le droit de se mobiliser. Vous souhaitez que la question sociale, et que même il y ait des tensions sociales avant les... Mais des tensions sociales, il y en a toujours, madame. La question, c'est est-ce que aujourd'hui, ceux qui subissent la crise doivent se taire? Est-ce qu'il faut accepter qu'on n'a jamais reversé autant d'argent aux sociétés? Prenez la parole. Il faut prendre la parole. En République, il faut des républicains. Des républicains, c'est des gens actifs, pas des gens qui restent à la maison et qui disent « Vive Macron » comme à Roland-Garros, mais des gens qui disent « Voyez, il y a des gens qui se sont enrichis durant la crise. Nous, les salariés qui faisons vivre l'économie, on veut aussi qu'il y ait une juste répartition des richesses. » Je leur dis bravo, une fois de plus. Vous savez, comme disait Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Toute dernière question, à propos de lutte. Assa Traoré a annoncé avoir conclu un partenariat avec la marque de chaussures de luxe Louboutin. Cette alliance entre une militante antiraciste et une entreprise de luxe, est-ce que c'est de bonne aloi? J'ai pas de commentaire. Si ça fait avancer la cause de l'antiracisme. Le luxe, les entreprises de luxe sont présentées comme la quintessence du libéralisme, lui-même vecteur d'inégalité sociale. J'ai pas regardé le détail. Est-ce que cette alliance vous paraît opportune et du côté du luxe, si ça fait avancer, je n'ai pas regardé le détail, si ça fait avancer la cause de la lutte contre le racisme, contre les discriminations, c'est une bonne chose. Dans le cas présent, je ne sais pas. Madame Traoré est une figure aujourd'hui. Si elle est une femme intelligente, si elle le fait pas sans raison. Moi, j'ai rien vu de plus. Vous savez, j'ai la tête dans le guidon qu'une photo. On me dit que c'est fait, qu'il y aurait des fonds reversés pour des associations qui luttent contre la discrimination. C'est un coup de communication qui amène à ce que Elisabeth Partichou, grande intervieweuse de la LCI, en parle. Bien joué. Non, moi, après, je regarde pas le... C'est une question de savoir si vous, par exemple, vous pourriez vous associer à une entreprise de luxe. Voilà. L'entreprise de luxe, elle récupère aussi. Mais je ne le ferai pas. La France insoumise ne mêlera pas son combat à une grande société privée, etc. Après, j'espère que c'est Louboutin. J'espère qu'il paye bien ses salariés. J'espère qu'il précarise personne. Et qu'il ne fait pas seulement de la com en utilisant Madame Traoré. Bon, voilà, c'est tout. Mais honnêtement, moi, j'ai pas envie. J'ai vu, il y avait des gens qui protestaient. Assa Traoré, elle mène un combat pour la justice, pour son frère. Le combat est juste. Après, elle le mène à sa façon, avec de la com, ça parle à la jeunesse. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas regardé le détail. A priori, j'ai envie de faire confiance. Et quand vous aurez regardé, vous reviendrez. Oui, c'est pas à moi d'en juger. Merci Alexis Corbière d'avoir été ce matin sur LCI.